Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 22h, les utilisateurs d'engins roulants sont confrontés depuis hier lundi à un manque criard de produits pétroliers dans les stations-service tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Les stations sont à sec, les frais de transport fixés au gré des transporteurs, mais la Société nationale de pétrole SONAP persiste qu'il n'y a pas de pénurie. Les échos d'ici et de région, c'est dans ce journal. L'humanité célèbre ce 21 juin la journée mondiale de la musique. Même si la ville de Conakry ne vibre pas au rythme des sonorités, notre rédaction a voulu comprendre sur la vie d'artistes en Guinée. Et pour le faire, nous avons rencontré un jeune artiste chanteur qui se cherche en formant d'autres métiers de la musique. Et vous allez le découvrir dans ce journal. L'enseignement technique et professionnel, le secteur de plus en plus attire des jeunes apprenants. Les raisons sont simples, décrocher plus tôt un emploi et pouvoir subvenir aux besoins familiaux. C'est l'angle de ce mardi que nous signe Marissa Camara. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est juste après cette virgule. Bienvenue à tous. Peut-on parler de pénurie de carburant dans les stations-service de Conakry? En tout cas, depuis lundi soir, ce sont de longues files qui se dressent partout. La plupart des stations-service sont toujours à sec. Un manque qui serait dû au retard dans les procédures d'obtention des produits pétroliers. Antoinette Dédé Onivogui pour le constat. Avant de prendre la route, passage obligé à la pompe. Ici, par exemple, c'est un début de panique. Les automobilistes font la queue pour remplir leur réservoir et faire des réserves. Des heures de file d'attente sans succès. Vous avez fait combien d'heures à la station ici? J'ai fait presque 2 heures. Je suis trop pressé. Donc, dans ce cas, je me retourne encore. Quand même, c'est depuis hier. Moi, j'ai une petite moto. Hier, je suis allé à la station. Il n'y a pas de carburant. Il faut que je suis allé à une marché noire. C'est là-bas que j'ai payé. Plus grave, c'est pour ceux qui vont s'approvisionner dans les marchés noirs. Là-bas, un litre se négocie entre 15 et 18 000 francs guinéens. Toi, tu viens acheter à 12 000. Tu dois avoir 1 000 francs ici de bénéfices. Tous ceux qui font ici 14 000, 15 000, ça c'est du péché normalement. Aujourd'hui, regardez, pour gagner essence, il faut que tu dépenses 1 litre à 15 000 francs. Certaines personnes vendent à 18 000, à 16 000, donc c'est pas facile aujourd'hui pour gagner. Wallahi. Les cuves sont presque vides. Et pendant ce temps, la Guinée a livré 2 millions de litres à la République sœur du Mali, où la crise était effective, soutient le directeur de la SONAP. Donc en réalité, 2 millions de litres, c'est symbolique. Ça ne prouve que nos sorties, qu'on utilise plus de 2 millions en 4 heures. Donc il n'y avait pas réellement d'impact, mais c'était symbolique et il fallait venir en aide aux pays voisins. Les autorités disent que le problème devrait être réglé d'ici quelques jours. Et même présentement, nous ne sommes pas en manque. Le carburant ici, ce n'était pas les tracasseries administratives. Cette situation n'allait pas y avoir lieu parce que nous avons 2 bateaux de gasoil actuellement et un bateau d'essence qui sont là, qui attendent que le feu vert pour commencer le déchargement. Donc en fonction des marées, ils vont commencer le déchargement aujourd'hui. Si rien n'est fait, cette crise pourrait se répercuter sur le transport dans les heures qui suivent. La ville de Boké, à l'image de certaines préfectures du pays, observe depuis hier lundi un manque de carburant dans les stations-service. Ce matin, dans la commune urbaine, une seule station a été ouverte. Au marché noir, le litre se négocie entre 15 et 20 000 francs guinéens. Les usagers, très en colère, déplorent cet état de fait. Ils accusent le gouvernement et les gérants de ces stations d'être à l'origine de ce problème puisqu'ils ne communiquent pas. Reportage Sekou Diallo. Aïssatou Kesso Diallo. Cette énième crise de carburant dans les différentes stations de pompage intervient à un moment où les citoyens vivent une conjoncture économique difficile. Dans la commune urbaine de Boké, la circulation a été morose pendant la journée. Depuis 6 heures du matin, nous sommes là, on ne gagne pas d'essence. Et encore ici, il ne fait que servir les bidons. Et puis les bidons, quand eux ils renvoient encore au marché, ça coûte cher. On ne peut pas acheter 1 litre à 20 000 et prendre un passager à un tronçon de 2 000 francs. Ça joue économiquement.
Si certains accusent l'État de manquer à son devoir dans le domaine des hydrocarbures, pour cet autre, les gérants des stations ont aussi leur part de responsabilité. L'essence se trouve à la station, mais ils refusent de nous donner. Ils font les complots soi-disant qui est fermé de l'autre côté. Quand on finit de vendre ça, après vous vendez l'autre. C'est une magouille seulement d'augmenter le prix. Sinon, ce n'est pas une crise à l'essence. De nombreux chauffeurs profitent de cette situation pour augmenter les tarifs sur le transport, comme le font d'autres conducteurs de mototaxis. À la gare routière de Boké, le trésorier du syndicat des transporteurs et de la mécanique générale affirme qu'il n'y a aucune augmentation annoncée par le syndicat. Nous, à la gare routière ici, les chauffeurs n'augmenteront aucun franc sur le tarif normal du transport. Il y a beaucoup de véhicules qui sont garés. C'est les désélistes qui se débrouillent un peu pour moins satisfaire la population. Pour faciliter la tâche à la population, ce conducteur de taxi moto sollicite une implication des autorités à tous les niveaux. J'ai dit vraiment au niveau du gouvernement de ne pas nous aider, vraiment avoir des stocks de carburant dans les stations. Et ça va nous favoriser aussi. L'augmentation des taxes dans l'importation de véhicules ne fait pas des heureux. Au contraire, les propriétaires de parcs rencontrés en ont gros sur le cœur. Ils dénoncent une mesure qui risque d'envoyer plusieurs d'entre eux au chômage. Mamadou Sadio Baldé a recueilli leur témoignage. L'augmentation des taxes à l'importation des véhicules est très mal vécue par les hommes qui évoluent dans le secteur. Les conséquences se répercutent sur toute la chaîne. La lenteur dans l'écoulement et les intérêts menacés. Si le véhicule qui doit être vendu dans 2 semaines, si ça va jusqu'à 4 mois, comment on peut s'en sortir? Ça trouvera qu'avant qu'on trouve un acheteur, ça trouvera qu'on est rentré dans notre capitale. Cette augmentation a coïncidé à une opération de dédouanement des véhicules d'Amara Fofana. Depuis, c'est l'insomnie. Bon, depuis que moi, mon véhicule est venu comme ça a pris de combien de semaines? C'est pas sorti. Parce que l'argent que moi je gardais pour 4 véhicules, c'est ça qui a fait sortir 2 véhicules. Le deuxième, ça allait jusqu'à là-bas d'abord. Bon, ok, ça rentre dans la sous-sas. Sous-sas d'abord, ça va aller jusqu'à 2 millions et quelques. Le niveau de vie de la clientèle est souvent moins, ce qui contraint les vendeurs à accorder des dettes qui peuvent être à l'origine de la rupture des relations. Ça va contre nous, ça va contre notre intérêt, ça va contre le consommateur aussi. Ceux qui viennent ici pour nous payer, d'autres viennent avec 3 millions d'avance, 4 millions d'avance. Et alors là, moi j'ai pris beaucoup d'argent au crédit. Ceux qui n'ont pas payé le véhicule de 20 millions ou 25 millions, est-ce que lui peut payer le véhicule de 40 millions ou 100 millions? Non, non, non. L'autre jour, j'ai crédit un monsieur. Et quand il m'a vu la fille, à Dabompa, il n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à nous aider. Aujourd'hui, Dieu a donné la destinée de la Guinée à lui. Il n'a qu'à nous aider, je le pardonne. Si les taxes ne sont pas revues à la baisse, il n'est pas exclu que la liste des chômeurs augmente, regrettent certains. C'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup de voleurs. Mais quand on arrête le travail là, beaucoup de chômeurs, là où il y a beaucoup de chômeurs, c'est là-bas qu'il se trouve beaucoup de voleurs. Clôture ce mardi des examens nationaux, session 2022. Dans la commune de Matam, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a procédé au lancement des dernières épreuves du baccalauréat unique au lycée Koléa. Guillaume Hawing a rassuré que tout se passera bien sans fuite de sujet. Comme promis dès le début toutefois, il est revenu sur les anomalies qui ont caractérisé ces concours tout en promettant de faire payer ceux qui ont été à la base de tout. Reportage Justin Leno, Djibril Kaba Kamara. Baccalauréat unique 2022. Au lancement des dernières épreuves du baccalauréat ici au lycée Koléa, les cas de fraude et de substitution des candidats ont été rappelés par le ministre de l'Éducation nationale comme anomalies ayant caractérisé les examens nationaux 2022. Des candidats rencontrés les ont dénoncés. Tu te mets sur ton ami, ce que ton ami va faire là, c'est ton ami seulement qui va t'aider à faire. Toi, tu n'auras rien comme pour toi-même. Même quand tu auras ton bac comme ça, tu ne pourras plus te glorifier devant ton ami. À l'université là-bas, il dira, c'est grâce à moi que mon ami a eu son bac. Certes, il y a eu des anomalies, mais si le baccalauréat se passe bien, les examens nationaux 2022 ne connaîtront aucune fuite de sujets
Et ce serait une première fois en 10 ans, se félicite déjà le directeur communal de l'éducation de Matam. Cet examen, réellement, il est exceptionnel par rapport au déroulement des épreuves. Il faut le dire, il faut l'avouer, que cette fois-ci, nous avons eu moins de problèmes, n'est-ce pas? Toutes les précautions qui ont été prises, qui ont été respectées. Le ministre de l'Éducation nationale crie déjà à la victoire, convaincu des dispositions prises pour sécuriser les examens nationaux. Ce matin, il s'est adressé pour la dernière fois aux candidats. Même si tu as un ami à côté qui veut te montrer le sujet, refuse, dis-lui que je ne vais pas souffrir plus tard demain. Qu'est-ce que j'appelle souffrance? Tu as ton diplôme, tu regardes ton diplôme, tu n'es pas capable d'être fier de toi parce que tu sais au fond de toi que ce diplôme, tu ne le mérites pas. Il faut que nous acceptions tous de sortir de ces vieilles pratiques, de ces mauvaises pratiques qui ont agenouillé, qui ont affaissé l'école guinéenne. Interrogé sur le sort réservé à tous ceux qui ont été arrêtés pour avoir tenté de frauder, le ministre Guillaume a répondu qu'ils seront punis à la hauteur de leur forfaiture, comme le mentionnent les règlements généraux des examens nationaux. Comment toutes ces évaluations se sont passées aussi bien chez les candidats que les encadreurs? Nous avons tendu notre micro à quelques-uns. Yaya Yansani, délégué, se réjouit du bon déroulement des épreuves à tous les niveaux et soutient également qu'aucun cas de fraude n'a été enregistré dans son centre. Aminata Massile Bangoura et Yacouba Traoré pour plus de précision. Les candidats au baccalauréat unique ont affronté ce mardi les dernières épreuves au compte des examens nationaux session 2022. Dans ce centre situé dans la commune de Ratoma, le délégué a tout d'abord assuré que ces examens se sont déroulés dans le respect des principes établis par le ministère en charge de l'Éducation nationale avant d'apporter son soutien inconditionnel à la rigueur qui a caractérisé les évaluations cette année. Depuis 10 ans, je suis délégué chaque année, mais cette année, la façon dont j'ai vu le déroulement des examens, je n'ai jamais constaté ça les années précédentes. Ça veut dire que je peux compter à l'instant où je suis arrêté que cette année, les examens ont réussi à 100%. Il n'y a pas eu de flux de sujets, les consignes données par le cabinet ont été appliquées à 100%, donc on a respecté. Je peux dire en général que les examens sont bien passés dans mon centre ici. On n'a signalé aucun cas de fraude ici. Chez les candidats, le baccalauréat unique de cette année a été exceptionnel. Aucune possibilité de tricher. Cette année, quand même, n'est pas comme l'année passée. Avec les surveillants, on était très stressés parce qu'ils ne laissaient même pas de communication. Quand tu fais de gauche à droite, on te dit tu vas sortir, on va te faire frauder. On a fait de notre mieux quand même. La surveillance était serrée, très serrée, je vais dire. Si tu connais, tu écris. Si tu ne connais pas, bref. Pour crédibiliser les examens, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a pris de nombreuses mesures. Il a par ailleurs fait jurer les surveillants sur les livres saints pour éviter toute tentative de corruption. J'aimerais parler de l'effort du ministre. Franchement, respect à lui. Parce que je ne sais pas s'il travaille avec le FBI ou si c'est quoi, mais franchement, il a eu toutes les méthodes possibles pour nous coller. Il n'y a pas eu de fuite, ça c'est un. Sur ce qu'on espérait, les sujets et tout, c'est collé. On espérait aussi essayer de communiquer avec les surveillants et tout. Ça aussi, il a bloqué l'accès. Il nous a tués. Partons à Kindia pour dire que les hommes de médias de la ville des Agrumes ont désormais leur maison de la presse pour exercer en toute responsabilité leur métier. La cérémonie de remise des clés de cette maison régionale de la presse de Kindia a eu lieu ce week-end au quartier Ferefou 2 dans la commune urbaine en présence de la ministre de l'Information et de la Communication et quelques autorités administratives de la place. Suivez ce reportage de Aboubakar Kevin Silla. Après celle de Zérékouré et de Cancan, les journalistes de Kindia viennent aussi de bénéficier des retombées de l'immersion gouvernementale. Avant son départ pour la capitale ce samedi, Rose de Paul Prissemou, la ministre de l'Information et de la Communication, a mis à la disposition des hommes de médias de Kindia une maison commune pour, dit-on, exercer en toute décontraction leur métier. Cette maison est destinée à servir d'endroit de rencontre, d'échange sur des questions d'intérêt commun du monde de la presse. Il servira également de lieu de formation pour une presse davantage responsable, respectueuse des règles d'éthique et de déontologie du métier.
Fortement mobilisés pour la circonstance, les journalistes Kindia, par la voix du rédacteur en chef de la radio Commodore FM, se sont réjouis de ce acquis avant de demander quelques doléances à la ministre de l'Information et de la Communication. On a eu ce manque, là où les journalistes pouvaient se réunir pour échanger non seulement des questions qui les concernent, mais aussi pour traiter des sujets de la société. Comme je l'ai dit, c'est un immense plaisir. Et ce que nous allons ajouter sur ça, c'est de nous aider à avoir tout ce qu'il faut au sein de cette maison. Présent à l'occasion de la cérémonie de remise des clés de cette maison régionale de la presse de Kindia, le préfet colonel Abdelkader Mangué Camara a aussi saisi l'opportunité pour inviter les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie, des principes qui régissent leur métier. Moi, je ne dirais pas maison de la presse, je dirais maison de la concertation, pour l'objectivité. Que vous vous retrouviez ensemble, vous écrivez objectivement, pas seulement pour Kindia, mais pour la nation guinéenne. Donc, je vous exhorte au travail. Pour le bon fonctionnement de la maison située au quartier Firifou 2 dans la commune urbaine, Rose Paula Prissemou, la ministre de l'Information et de la Communication, a demandé aux hommes de médias de Kindia de mettre en place une association qui aura pour rôle de gérer la maison. Et pour ce faire, un délai de 3 mois leur a été accordé. Ils avaient aussi leur mot à dire à l'international, mais depuis la fin du premier régime, plusieurs orchestres nationaux ont disparu. Pourtant, ils avaient servi à mobiliser des ressources pour le pays sous l'ère Sékou Touré. Sur plus de 50 orchestres nationaux et préfectoraux, on ne dénombre aujourd'hui que 5 et qui ne bénéficient d'ailleurs plus du même accompagnement de l'État. Mais que devrait faire l'État pour redorer l'image de la musique guinéenne à l'échelle internationale? Ali Badara Camara et Alseni Camara ont rencontré le chef d'orchestre de l'ensemble instrumental et choral de Guinée. Suivez. Dans les années 60, la Guinée avait plus de 60 orchestres nationaux et préfectoraux qui vendaient la musique guinéenne à travers le monde. Malheureusement, plusieurs se sont éteints avec le premier régime. Parmi les rares qui tiennent encore, l'ensemble instrumental et choral de Guinée. Ça a été une continuité et de succession en succession. Les fondateurs qui ont créé l'ensemble instrumental, dont mon père fait partie, il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a des enfants, des fondateurs, et qui ont été des héritiers aussi, et qui ont dirigé l'ensemble instrumental tel que mon grand frère Famoro Kouyaté, que j'ai succédé, qui est le fils de Feu Elhadji Guelou Sori Kouyaté. Donc, nous sommes nés dedans, on a grandi dans ça. La privatisation des structures étatiques du régime Touré a certes touché le secteur culturel. Ali Rogabari est journaliste animateur. Il se remémore les moments forts des orchestres nationaux. Vous me permettez d'abord de rappeler une expression du feu président Ahmed Sékou Touré qui disait: quand on ne sait pas jouer la musique de son propre pays, il est bon ou il est préférable d'arrêter de jouer complètement. Ceci dit quoi? Qu'il y avait à l'époque des orchestres nationaux, préfectoraux, régionaux qui servaient non seulement la Guinée, à l'Afrique. Donc ces orchestres avaient leur mot dans la société. À l'international, la musique guinéenne perd son aura, regrette les hommes de culture. Dans les années 58 jusqu'en 84, tous ces pays-là s'inspiraient de cette musique guinéenne, de cette culture guinéenne. Ce groupe mythique qui compose toutes les régions de la Guinée, d'où son nom, l'ensemble instrumental se prépare à dédicacer son premier album de 14 titres, avant de fêter les 61 ans d'existence. C'est la fête de la musique. Découvrons ensemble cet artiste. Il fait partie de ceux qui se meurent dans les quartiers. Faute de moyens et de visibilité, ces jeunes artistes qui évoluent à l'absence de tout espoir se rendent utiles d'une autre manière à leur nation. C'est le cas de Rupak Driscoll, sortant de l'Institut des Arts Morikanté de Dubreka. Ce jeune témoin de plusieurs talents de la nouvelle génération évolue avec d'autres jeunes artistes désœuvrés qu'il forme avec plusieurs instruments de musique. Ali Badara Camara et Alseni Camara sont allés à sa rencontre. Suivez.
Il s'appelle Rupaik Driscoll, jeune musicologue sortant de l'Institut des Arts Mori Kanté. Point de départ de plusieurs jeunes artistes, musiciens et chanteurs du pays. L'ex-sociétaire du groupe de danse Intouchable et Décapsuleur a commencé sa carrière solo lorsqu'il a décidé d'étudier la musique et ses composantes à Dubrika. Polyvalent sur plusieurs instruments, le piano est l'un des instruments de musique qu'il manie avec aisance. C'est l'amour de la musique qui a fait que j'ai appris tous les instruments parce que j'étais vraiment curieux. Je voulais tellement connaître c'est quoi le fond. De fond en comble aussi, je voulais aussi décortiquer la musique. Après ses études, Rupaik Driscoll a mis en place un orchestre inspiré des grandes légendes de la world music. Aujourd'hui, il accompagne des artistes du pays et à l'international. Inséré là dans les études, dans l'éducation et le sport, parce que nous avons besoin aussi des grands joueurs qui peuvent aussi monter des grands projets. À l'absence de tout soutien, ce jeune musicologue a créé cet espace culturel où il organise des séances de formation pour des jeunes rêveurs afin de se rendre utile à un pays où l'État est en manque de politique de réinsertion des artistes désœuvrés. Il y a eu un moment ici, l'État n'avait pas d'emploi pour les sortants de l'Institut des Arts. Je me suis inspiré dans la mangrove ici, j'ai créé des maisons en pilotis. Et puis je suis en train de créer, ça fait l'emploi des jeunes aussi parce qu'il y a plus de 12 jeunes qui travaillent ici, des sortants de l'Institut des Arts. Isolé dans son petit coin, baptisé Borinene, Rupaik Driscoll ne compte que sur son talent désormais pour vendre sa musique et vivre des avantages. Il est aujourd'hui incontournable sur nos modes de vie, mais ce qui n'est pas à occulter, c'est son impact négatif sur l'interaction sociale. Il s'agit du téléphone portable, en l'occurrence les smartphones. Depuis leur avènement dans les sociétés africaines, ils tendent à déshumaniser, à briser les intimités, bref, à détériorer les relations sociales. Cela ne laisse pas indifférents les citoyens que vous allez découvrir dans ce reportage de Djibril Ba et Aboubakar Din Kamara. Le téléphone tend à rompre l'interaction sociale et laisser la place à la dépendance. Ceci part d'un constat de nombre d'observateurs. Communiquer ou tout simplement le manipuler incessamment, ce qu'on remarque chez les utilisateurs. Quand vous voyez un groupe de jeunes assis, vous venez, vous le voyez tous concentrés sur le téléphone, voir les images et tourner. Même si tu les parles quelque chose là-bas, difficilement que vous allez se comprendre. Le téléphone est un mal nécessaire ou un couteau à double tranchant, résument nos interlocuteurs. Il nuit au rapprochement physique, redéfinit ou mine le plaisir de l'interaction sociale. Dans les foyers, souvent les couples aussi sont victimes de côté négatif des téléphones, des fois qui vont jusqu'à finir par les divorces. C'est important parce que si tu as le téléphone, tu peux communiquer avec une personne qui est à l'intérieur. Ça te permet de rapprocher de ta famille qui n'est pas proche de ce toi. Face à cette transformation sociale, il y a certainement une appréhension du problème par certains. En randonnée, en rassemblement entre camarades ou à une simple réunion de dîner en famille, le téléphone est mis hors d'usage dans ce cadre social. Une manière de se couper d'un autre monde, le monde virtuel. Ça nous rend inhumains quelque part. Parce que quand tu n'échanges pas avec les autres, tu deviens un animal sans queue. Même si d'aucuns affirment que cet outil de communication réduit l'appréciation du temps passé avec un des membres de sa famille ou son ami, il ressort d'une étude qu'il y a un réel avantage à mettre son téléphone de côté quand on passe du temps avec ses proches.
La déventure de tout un immeuble obstrué par les femmes vendeuses au marché Anta dans la commune de Matoto, cette situation qui empêche des magasiniers d'étaler leurs marchandises perdure depuis plus de 4 ans. Le propriétaire de l'immeuble dit avoir des difficultés à payer les taxes de l'immeuble car certains de ses locataires quittent ses magasins. Il pointe du doigt le responsable de la commune de Matoto qui aurait encouragé ces femmes à s'y installer. Bernard Koundouno et Mohamed Silla pour le compte-rendu. Après plusieurs efforts pour bâtir cet immeuble, Mohamed Bayo dit avoir des difficultés dans l'exploitation du domaine. Aujourd'hui, avoir un espace pour stationner devient difficile pour cet investisseur. Pour cause, un groupe de femmes vendeuses s'y est installé, causant ainsi des dommages aux locataires. Le propriétaire pointe du doigt le premier responsable de la commune de Matoto qui, selon lui, aurait installé ces femmes. Ma maison, quand j'ai fini de construire, il est resté 1 an. Je n'ai pas arrivé à louer à cause de ces femmes-là. Après, je suis parti à la mairie. J'ai tout fait. Impossible. Impossible de trouver une solution, c'est désormais la justice qui tranche en sa faveur. Il est donc question de déguerpir ces vendeuses, mais Bayo ne trouve aucune solution. Chaque fois, il dit être victime d'injures et de menaces de la part des femmes. Le huissier de justice est passé pour faire exécution. Il a dégagé les femmes. Ils sont partis. Après, le maire a demandé aux femmes de revenir. Dans cette affaire, l'administrateur du marché aussi aurait révolté les femmes contre le propriétaire de l'immeuble. Mohamed Bayo garde encore quelques images de menaces. Mohamed Bayo a des difficultés de payer 40 millions comme taxe pour son immeuble car certains de ses locataires ont abandonné ses magasins faute de place pour exposer leurs marchandises, dit-il. Il y a 2 magasins qui sont vides actuellement. Cette année, ils m'ont envoyé 43 millions d'essence pour l'impôt. Comment je peux payer ça? 4 années déjà depuis que cette affaire perdure. Ces femmes ne comptent pas libérer cet espace car elles disent être chaque fois empêchées d'exercer leur petit commerce par ce particulier. Nous n'allons pas quitter ici, c'est notre place. À Matoto, l'affaire est bien connue du maire. En plus d'encourager ces femmes vendeuses à s'installer, Mohamed Bayo aurait construit sur un domaine réservé de l'État, affirme Mamadouba Tos Kamara. Il veut que les femmes quittent, mais il accepte d'installer d'autres étalagistes entre son immeuble et là où se trouvent les femmes. Monsieur Bayo lui-même en question, son immeuble est un domaine public de l'État. Mohamed Bayo invite les autorités judiciaires à s'impliquer davantage pour le rétablissement de la vérité. Les rideaux sont tombés ce week-end sur la 2e édition du tournoi corporatif des médias de Kankan. Le tenant du titre, le groupe Dabo Media, s'est incliné sur le score de 2-1 face à l'équipe de la radio Nabaya FM. L'initiative est de Simple Prod avec à la clé renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les différents hommes de médias de la place. Aboubakar Koïta. 10 radios locales ont disputé du 5 au 19 juin cette 2e édition du tournoi corporatif des médias de Kankan, doté du trophée Bakary Gabi, PDG de la Sogibek. Cette occasion est une opportunité de rapprochement, de convivialité entre médias en vue de servir nos auditeurs dans un climat apaisé et complémentaire à travers nos différentes ondes audiovisuelles. Pour donner un éclat particulier à l'événement, le choix est tombé sur notre frère, grand mécène du monde journalistique et artistique, Monsieur Bakary Gabi. Ce dimanche, le groupe Dabo Media, le sacré champion de la première édition, s'est incliné face à Nabaya FM lors des séances de tir au but sur un score de 2-1. C'est ça qu'on allait gagner, nous sommes contents aujourd'hui. Nous sommes le champion de cette année. Voilà, merci beaucoup. Ils ont été très bons dans le jeu, ils ont été supérieurs par rapport à nous, notamment dans les compartiments de jeu. Mais nous aussi, défensivement, on a été très bons, on a été très solide derrière, on contre-attaquait l'équipe adverse. Donc c'est une équipe très jouable, l'équipe de Nabaya, je ne ferai que leur féliciter. Bakary Gabi est désormais choisi comme le parrain éternel du dit tournoi. Il se réjouit du choix porté sur sa modeste personne par les organisateurs pour cet honneur. Déjà, pour cette 2e édition que ça porte mon nom, c'est déjà une très grande émotion, à plus forte raison que ça soit une question permanente. Donc je suis très content, nous allons faire des prières pour le pays. Je fais appel à la population de Kankan, la jeunesse de Kankan, aux sages de Kankan, de soutenir cette transition-là, car l'avenir du peuple
en dépendre. Il faut rappeler que la radio Nabaya FM, l'équipe vainqueur de ce tournoi corporatif des médias de Kankan, a bénéficié d'une enveloppe financière de 5 millions de francs guinéens. Et son adversaire Dabou Média, tenant du titre de la première édition, a à son tour décroché 3 millions compris. Restez avec nous, le journal se poursuit. L'enseignement technique et professionnel, le secteur de plus en plus attire des jeunes apprenants. Les raisons sont simples, décrocher plutôt un emploi et pouvoir subvenir aux besoins familiaux. Ils sont inscrits dans les filières comme la chaudronnerie, les BTP, entre autres. C'est notre angle du jour, signé Marissa Kamara, Ibrahim Souri Kamara et Mohamed Kapelosila. Pour améliorer leurs connaissances ou faire valoir leurs compétences à travers un métier, nombreux sont des apprenants qui choisissent de s'orienter vers une école professionnelle. Pour eux, apprendre un métier leur semble bénéfique pour une indépendance en ce sens qu'ils ont de meilleures perspectives de trouver un emploi. À l'École nationale des arts et métiers de Conakry, ils sont nombreux ces jeunes hommes et femmes à s'inscrire dans cette école professionnelle. J'ai opté l'école professionnelle pour la compétence et un emploi rapide. D'abord, l'école professionnelle, tu sors avec l'espoir. Si tu n'as pas l'accès dans les entreprises, tu as la compétence de créer ta propre entreprise. Donc, je sors avec l'espoir, je sors avec la compétence, avec l'expérience. Au lieu de rester comme ça sans rien faire, je préfère faire un métier. Et c'est le métier là que j'ai aimé. Cette étudiante en licence 4 filière biologie médicale à l'université Gamal Abdel Nasser garde espoir quant à l'obtention d'un emploi à la fin de ses études universitaires. Cependant, elle est bien consciente des difficultés qui l'attendent sur le marché de l'emploi. Vraiment très difficile en Guinée ici, surtout si tu n'as pas d'appui, si tu n'as pas de relations dans les ministères et autres. Il y a aussi nous les filles qui sont confrontées à d'autres difficultés qui est le fait que quand tu pars demander un emploi ou un simple stage, il y a le chef de service qui te demande quelque chose en retour. Et nous savons tous ce que c'est. Donc ce n'est pas du tout facile, mais on garde l'espoir. Un autre amoureux de l'école professionnelle. Il est diplômé en génie civil. Cet ingénieur rêve de faire de la Guinée un pays de référence en matière de construction. Je me suis orienté vers l'école professionnelle après l'université. Déjà, c'était un rêve d'enfance. Depuis mon enfance, je rêvais d'être ingénieur. La Guinée est un pays qui est en voie de construction. Quand vous remarquez, comment dirais-je, sur l'étendue du territoire national, presque l'ensemble de nos ouvrages ne sont même pas à 15% de réalisation. Donc, moi, je conseille à tout un chacun de s'orienter vers le BTP, afin que nous parvenions à avoir des ingénieurs, des techniciens. Dans cet autre institut de formation situé à Simbaya, dans la commune de Ratoma, la politique première de la direction est la qualification et l'insertion professionnelle. Les apprenants sont recommandés aux entreprises pour leur premier stage pratique qui peut parfois aboutir à un premier emploi direct. La vocation principale de cet institut, c'est d'aider les jeunes qui sortent des universités, qui sortent des centres de formation professionnelle à avoir une meilleure formation, une meilleure compétence pour l'insertion socio-professionnelle. Donc nous sommes en relation avec plusieurs entreprises de la place qui d'ailleurs passent par nous à tout moment pour solliciter notre concours pour le recrutement des jeunes. Du travail, il en existe. Ce professeur estime que l'État doit faire un véritable diagnostic du système de formation professionnelle afin non seulement de promouvoir les écoles de métiers, mais aussi permettre aux apprenants d'entreprendre ou se faire facilement embaucher une fois leur formation terminée. Je pense que l'État doit essayer de faire un véritable diagnostic du système d'enseignement dans notre pays parce qu'actuellement, la plupart des jeunes veulent forcément aller à l'université. On ne peut pas construire un pays rien qu'avec des universitaires, sinon qui va travailler dans des ateliers, dans des structures techniques. Donc je pense que nous devons d'abord essayer de savoir
Et qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Si vous avez beaucoup plus de cadres supérieurs que de techniciens, dans votre pays, ça ne marchera pas. Professeur Makanera, enseignant dans les universités privées et publiques, souligne qu'il faut identifier les profils d'apprentissage pour les étudiants afin de développer leur choix. Donc que l'encadrement est doux, il est pédagogique. Personnellement, j'interviens dans plusieurs matières hors programme de LMD pour permettre aux étudiants d'être opérationnels, c'est-à-dire aller vers le savoir-faire. Et de l'autre côté, le suivi est administratif parce qu'on le suit aussi. Pour que le diplômé guinéen ne chôme pas, il faut une politique nationale. Cette politique nationale va viser quoi? C'est identifier les postes de travail, les profils de travail, pour essayer de les lier au profil de formation. Les écoles professionnelles et techniques forment des ouvriers, acteurs principaux du développement, tandis que dans les universités, ce sont des cadres supérieurs qui y sont produits, nous confie un spécialiste des questions éducatives. Place à présent aux annonceurs dans la rubrique Public Reportage. La compagnie des bauxites de Guinée, CBG, a procédé ce lundi au lancement de la campagne de reboisement sur le site minier de la sous-préfecture de Sangaredi, une manière pour elle de réduire le réchauffement climatique et d'améliorer les conditions environnementales dans la zone minière de Boké. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales et les représentants des sociétés minières. À Kindia, les opérations d'enrôlement des détenteurs d'engins roulants pour la délivrance des permis de conduire biométriques ont démarré ce mardi dans la ville en grande pompe au niveau du service régional des transports terrestres où les activités ont débuté. Plusieurs autorités locales étaient présentes pour s'enrôler afin d'avoir dans un bref délai leur permis de conduire biométrique. Yenab Kamara, Salifouni Fossissé, Aboubakar Kevin Silla, Djibril Kamara nous signent ces publics reportages. Reboiser 250 hectares en moyenne par an avec les différentes variétés de plantes locales pour pouvoir réduire le gap entre les zones mises en valeur par l'exploitation minière et les zones reboisées est l'objectif de cette activité de reboisement mise en place chaque année par la compagnie des bauxites de Guinée. Quand on a les forêts reproduisent donc l'essentiel de l'oxygène que nous respirons. Ceci est extrêmement important. Raison pour laquelle je vais exhorter toutes les parties prenantes ici d'avoir des bons plans et robustes pour que nous puissions avoir un bon résultat. Avec des multiples enjeux liés à l'exploitation minière comme le réchauffement climatique, qui d'ailleurs est la préoccupation de la CBG, le maire de la commune rurale de Sangaredi trouve cette initiative salutaire. Comment est-ce que Sangaredi deviendra après la mine? Et que ça, je crois que ça, c'est bien ancré dans la tête de nos parties prenantes, parce que Sangaredi après la mine commence par ça. Commence par ces arbustes, commence par ces arbres. Chaque année, le reboisement à travers les différentes variétés de plantes locales est réalisé par les communautés impactées par l'exploitation minière afin de réduire le chômage. Il y a Adasonia digitata, il y a Etrifolium guinensis et tant d'autres espèces. Les opérations de planting vont durer 2 mois, c'est-à-dire le mois de juin au mois d'août. L'entreprise SCI-BTP reconnaît les efforts de la compagnie des bauxites de Guinée à travers les actions qu'elle mène avec la communauté. Nous allons faire la trouaison, la mise en engrais, la mise à terre les plants. Toute la technique là, on ne connaissait pas ça avant. C'est grâce à la CBG que nous avons connu tout ça là. Dans les locaux du service régional des transports terrestres de Kindia ce mardi matin, le gouverneur de la région se prête à l'exercice d'enrôlement de l'opération. Au bout de quelques minutes, Ibrahim Khalil Kondé a franchi toutes les étapes liées au processus, d'où son appel à l'endroit des détenteurs d'engins roulants. Je demande à tous les usagers, tous ceux qui ont des anciens permis,
de venir renouveler leur permis en permis biométrique. Ce processus a permis à la Guinée d'assurer son passage reçu d'un système analogique et mécanique vers un système numérique et biométrique performant à la pointe de la technologie qui satisfait aux exigences des normes et des standards internationaux définis en la matière. Le permis de conduire biométrique format carte de crédit est composé d'éléments infalsifiables, sécurisés. Mais comment le processus dans les régions administratives se passe? Le superviseur national des opérations de Thomas Grec à l'intérieur du pays nous explique. Le processus dans les régions administratives se fera comme suit. Le paiement se fera à Ecobank ou sur la plateforme Orange Money, option service de l'État. La capture des données biographiques et biométriques, la visite médicale qui est une innovation sur le nouveau permis de conduire biométrique, le démarrage des opérations de délivrance des permis de conduire est l'aboutissement d'un processus de renforcement des capacités des services de l'administration publique en vue de garantir la fiabilité de l'attestation de l'aptitude à la conduite automobile afin de lutter contre le phénomène des accidents de la circulation. En lançant ces opérations, le ministère des Infrastructures et des Transports nourrit l'ambition de sonner le déclic d'une nouvelle ère qui permet l'établissement des documents sécurisés. Cette révolution dans la délivrance des permis de conduire biométriques automobiles s'inscrit dans la vision de l'action politique du président de la transition et elle est rendue possible grâce à un partenariat BOT conclu entre l'État guinéen à travers le ministère des Infrastructures et des Transports et la société Thomas Grec Afrique de l'Ouest. Ce que nous voulons changer, en première position, la sécurisation de nos documents. Lorsqu'un document n'est pas sécurisé, il perd sa crédibilité. La cérémonie de lancement officiel des activités de délivrance des permis de conduire biométriques dans la région de Kindia a mobilisé ce mardi plusieurs autorités locales ainsi que des détenteurs d'engins roulants. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Kalisso. Merci de votre aimable attention. Au revoir et portez-vous bien.